Donc, bonjour, je remercie bien sûr les organisateurs et les modérateurs pour leur invitation. Je vais vous parler d'un sujet pour lequel j'ai une particulière affection, qui est les dysfonctions cérébrales au cours du sepsis chez les patients de réanimation et bien sûr au cours du sepsis. Alors le sommaire sera le suivant. Je parlerai de la défaillance aiguë en réanimation, du concept de défaillance du tronc cérébral, du rapport entre cette défaillance aiguë et le comportement de maladie, aussi appelé sickness behavior, et puis bien sûr de ce nouveau thème émergent depuis quelques années sur les troubles cognitifs à long terme et leur rapport avec cette défaillance neurologique aiguë. Alors, juste pour rappeler le contexte, la défaillance neurologique aiguë se caractérise essentiellement par des troubles de la conscience dont on distingue le délirium et le coma. C'est deux entités avec des mécanismes et des facteurs de risque communs, mais elles doivent être distinguées. Le délirium se caractérise par un état fluctuant, le trouble de la conscience et d'atteindre des fonctions cognitives, avec notamment une désorientation temporospatiale, avec un début aigu ou rapidement progressive, et c'est souvent secondaire à une cause médicale. Le coma, c'est l'association d'un trouble de la conscience et de la vigilance. On peut évoluer bien sûr d'un stade du coma vers le délirium ou du délirium vers le coma, mais c'est quand même deux entités un peu distinctes sur le plan neurologique. Alors l'incidence au sens large chez tous les patients de réanimation de cette dysfonction neurologique aiguë, délirium ou coma, varie, comme on l'a expliqué ces derniers jours, en fonction de la gravité de la population, du type de population et du score utilisé. Et vous voyez par exemple qu'elle peut aller de 16 à 80%, notamment dans l'étude de Eli. 80% parce qu'ils considèrent que les patients sédatés ayant un score positif, comme score positif qui est le CAM-ICU, comme confus. Alors, ce délirium, je le rappelle, il se caractérise le plus souvent par un état de prostration. La forme agitée est rare, et plus cette forme dite hypoactive est d'autant plus fréquente que le patient est âgé, et sans doute elle est plus fréquente chez les patients sceptiques, et elle est associée, on verra, à de plus grandes séquelles cognitives et un plus mauvais pronostic. Et, toujours dans le contexte général, la survenue d'une défaillance neurologique aiguë, notamment d'un délirium ou d'un coma, est associée à une surmortalité allant jusqu'au 6e mois, sauf qu'on ait établi un rapport de cause à effet. C'est une association pour le moment statistique. Les facteurs de risque, vous le voyez, sont multiples. Il y a celles qui sont liées aux patients de réanimation. Et retenez l'âge, les pathologies préexistantes, neurologiques, l'alcoolisme et puis bien sûr l'intoxication tabagique. Et puis dans les causes liées à la pathologie de réanimation, en rouge j'ai bien marqué le sepsis. C'est sans doute le plus grand pourvoyeur de délirium en réanimation. Et il faut le chercher systématiquement chez tout patient sceptique ou chez tout patient devenant confus. Voilà. Et puis, il y a les facteurs qui sont liés à ce que l'on fait, c'est-à-dire notamment l'utilisation de sédatifs, et je reparlerai de la sédation dans ce topo. Alors, est-ce que le sepsis a réellement un effet sur le cerveau? Donc là, c'est deux cas que je vais vous décrire. Souvent, je commence mes topos sur le sujet par ces deux exemples. Il s'agit d'une patiente de 67 ans qui était hospitalisée chez nous pour une BPCO, qui était le jour de son extubation fait un état de choc avec un collapsus, et puis coma et divergence oculaire. On amène la patiente à l'IRM et vous voyez, il y a un œdème vasogénique diffus, je ne vous ai pas montré l'ADC, sans doute en rapport avec une altération de la barrière hémato-encéphalique. La patiente décède, on fait une autopsie, et Françoise Gray, donc neuropathologiste à l'époque à Lariboisière, pèse le cerveau qui a pris 1 kg d'eau, et il y avait donc un œdème diffus. Donc la patiente est décédée d'une cause neurologique, pas d'une hypotension réfractaire, d'une hypoxémie réfractaire, mais d'une cause neurologique. Autre patiente, contexte différent, toujours sceptique, avec une infection sur une prothèse de hanche, et puis crise convulsive, alors qu'elle s'améliore sur un certain nombre de paramètres, notamment hémodynamique, crise convulsive généralisée, coma. On descend la patiente à l'IRM, et là, vous voyez, vous êtes face à un processus diffus cytotoxique avec une ischémie. La patiente ne se réveillera jamais et décédera. Elle est décédée d'une cause neurologique. Donc oui, le cerveau peut être atteint, et cela peut entraîner le décès du patient. Alors, quand on regarde l'incidence de ces troubles neurologiques dans des cohortes de patients sceptiques, dans une étude que l'on a récemment finie sur 110 patients à l'aide de l'EEG, l'incidence du délirium était à peu près de 50%, et je vous décrirai cette étude un peu ultérieurement. Et puis, dans une autre cohorte de 71 patients où on avait fait de l'imagerie sur des critères neurologiques, vous voyez, le délirium survenait à peu près dans 50% des cas. Et dans une étude ancienne maintenant israélienne, vous voyez qu'il y a un rapport
trait de proportionnalité entre la sévérité de cette dysfonction neurologique aiguë, évaluée par le score de Glasgow, et la mortalité. Lorsque le score de Glasgow est de 15, la mortalité n'est que de 16%, et lorsque le patient est comateux, elle s'élève à 63%. C'était une faible cohorte que de 50 patients, mais ceci a été retrouvé dans d'autres études ultérieurement. Alors, on est dans le cadre d'une encéphalopathie, elle se traduit par un délirium, voire un coma, donc des troubles de la conscience, et elle a aussi une traduction électroencéphalographique, on verra l'importance de l'EEG. Les premières anomalies électroencéphalographiques qui avaient été décrites notamment par Young montrent qu'il y avait un enrichissement du tracé en rythme delta et θ, et puis peuvent survenir des burst suppression et des ondes triphasiques qui, elles, sont associées à des troubles neurologiques plus profonds et à un plus mauvais pronostic. Et puis, il y a eu d'autres études, notamment rétrospectives, qui ont été citées par Fabio, et montrant que sur l'EEG continu, il y avait souvent des crises électrographiques ou des PLEDs aussi, des ondes de décharge pseudo-périodiques, des décharges pseudo-périodiques épileptiformes, qui étaient aussi associées à un mauvais pronostic, à une surmortalité. Nous avons donc fait cette étude sur plutôt l'EEG standard. Pourquoi l'EEG standard plutôt que l'EEG continu? Pour des raisons de faisabilité. Je ne sais pas si vous utilisez beaucoup l'EEG continu, mais nous, dans un service de réanimation médicale, ce n'était pas facile. Donc on s'est dit que peut-être l'EEG standard serait utile. C'est une étude que l'on vient de finir et que l'on a soumise. Donc 110 patients ont été étudiés à l'admission, dans les 72 heures de l'admission en réanimation, tous les patients septiques, indépendamment de la sévérité du sepsis, sédatés ou non. Et vous voyez les anomalies électroencéphalographiques sur l'enregistrement standard que l'on met en évidence. Dans 25%, il y a une absence de réactivité. Il y a toujours ces anomalies d'enrichissement onde delta et θ dans 15, 30 et 40% des cas. Et vous voyez qu'il peut y avoir des crises électrographiques dans 15% des cas. Et plus rarement, ces anomalies, ces ondes triphasiques, ces burst suppression sont rencontrées. Mais surtout, en termes de pronostic, ce qu'on a mis en évidence, c'est que l'absence de réactivité à une simulation douloureuse était associée à une surmortalité indépendamment de la sédation, indépendamment d'un certain nombre de facteurs de risque de mortalité, et qu'aussi, si on essayait de classer la sévérité électroencéphalographique selon un score que je ne vais pas décrire, que le score de Sinek, c'était aussi un prédicteur de la mortalité indépendant. L'autre chose qu'on a mis en évidence, c'est que la présence d'ondes électrographiques était souvent associée à un délirium et que la présence d'absence de réactivité était associée aussi à la survenue ultérieure d'un délirium. Donc l'EEG a une valeur pronostique et peut être intéressant aussi sur un plan physiopathologique. Le lien, par exemple, entre ondes, crises électrographiques et délirium peut être une piste à explorer. Je vous montrerai des résultats sur le Keppra. Donc, quid de l'imagerie? Parce que c'est une question que l'on se pose. Quand faut-il descendre le patient en IRM ou au scanner? C'est une question, je ne dirais pas quotidienne, mais fréquente en réanimation. Bien sûr, on verra que l'imagerie est intéressante sur le plan diagnostique pour éliminer déjà d'autres causes de souffrance cérébrale. Et puis, on verra aussi qu'avec le développement de l'imagerie et des nouvelles imageries, on arrivera peut-être encore mieux étudier et à mieux comprendre la physiopathologie de l'encéphalopathie septique. Donc, je pense que l'imagerie a vraiment une place dans la prise en charge de ces patients et dans la compréhension de cette entité. Alors, voilà la série dont je vous ai parlé. Nous avions fait étudier toujours dans notre service, fait un examen neurologique systématique de tous les patients septiques, en choc septique, et nous préconisait une IRM dès que le patient avait des signes, des points d'appel neurologiques, un signe focal, des crises convulsives, un délirium ou un coma au retard de réveil. Le principal élément, vous voyez, les signes focaux n'étaient vus que dans 20%. Le tableau le plus fréquent était un coma ou un délirium. Et les anomalies radiologiques que l'on a mis en évidence, la première, c'est l'absence d'anomalies neuroradiologiques. Alors, nous avons une IRM faiblement puissante, 1,5 Tesla, mais dans 50%, elle était normale. Donc, la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est pas prendre un risque d'amener ce patient à l'IRM? Est-ce que c'est important de savoir que l'IRM est normale dans la prise en charge? C'est une discussion qu'on pourra avoir ultérieurement. Après, on a mis en évidence deux anomalies. Une leucoencéphalopathie, mais qu'on aurait pu décrire comme des hyperdensités de la substance blanche, et puis des phénomènes ischémiques. Alors, quand on cherche à comparer les patients avec une IRM normale de ceux qui ont une IRM, des anomalies de la substance blanche, et de ceux qui ont une ischémie, vous voyez, il n'y avait aucune différence en termes d'âge, de facteurs de risque cérébrovasculaire ou de sévérité du sepsis.
En revanche, il n'y avait pas de différence en termes aussi de pression artérielle. La seule chose que l'on voyait, et c'est bien connu des neurovasculaires, c'est que la présence d'une CIVD est associée à ces accidents ischémiques, et que ces accidents ischémiques sont plus fréquemment vus en cas de déficit focal, tout ça semble évident, voire de coma, et que c'est associé à une surmortalité. Vous voyez, le fait d'avoir une IRM normale dans cette petite série, je le rappelle, était de 24%, alors qu'elle est de 62% chez les patients qui vont faire un accident ischémique. Alors, quand vous voyez les accidents ischémiques, vous pouvez comprendre, multifocal, large, vous pouvez comprendre que ça puisse engager le pronostic, au moins fonctionnel si ce n'est vital. Voilà. Alors, pour ce qui est des anomalies de la substance blanche, c'est celle qu'on avait décrite initialement dans une première rapport. Là, c'est le même patient, un patient qui vient pour une gangrène gazeuse. On fait une IRM. Le patient était sédaté à l'époque, IRM tout à fait normal, en pas de très bonne qualité comme vous le voyez. Et puis il se réveille, il est confus, on le redescend à l'IRM et vous voyez ces anomalies de la substance blanche qui apparaissent, qui sont sur l'ADC de nature vasogénique, peut-être en rapport avec, c'était notre hypothèse, avec des troubles de la perméabilité au niveau des espaces de Virchow-Robin. Vous pouvez avoir un tableau beaucoup plus diffus dans le deuxième cas. C'est une patiente qui était traitée pour un ARDS sur une pneumopathie à pneumocoque sans méningite et qui va garder les séquelles. Donc, c'est peut-être pas tout à fait réversible, ces anomalies de la substance blanche. Et on verra qu'il y a des arguments pour dire que peut-être elle pourrait favoriser la survenue de séquelles cognitives à long terme. Et puis, ce tableau plus diffus que je vous ai déjà décrit. Alors, dans la prise en charge globale d'un patient septique ou même d'un patient de réanimation développant des troubles neurologiques, bien sûr, l'imagerie doit être faite, à mon avis, s'il y a des signes focaux et s'il y a des crises convulsives. Si, en revanche, vous êtes face à un syndrome confusionnel ou un coma, peut-être commencer par l'EEG, parce qu'il s'est avéré dans l'étude que je viens de vous présenter que les patients qui avaient des fortes altérations de l'EEG avaient une probabilité d'avoir une IRM anormale plus importante. Voilà, alors la neuropathologie que nous apporte-t-elle? Bien sûr, il ne faut pas faire systématiquement une biopsie ou un prélèvement chez les patients, mais on avait fait cette étude neuropathologique avec Françoise Gray. Et vous voyez, les accidents ischémiques, c'était des lacunes. Nos patients qui décèdent de choc septique sont criblés d'accidents ischémiques diffus, de lacunes, un état multilacunaire, et sans doute ceci pourra jouer un rôle chez les patients survivants dans les séquelles cognitives à long terme. On sait que la démence vasculaire est une principale cause de déclin cognitif dans la population. On voyait des hématomes dans 30% des cas ou des lésions de CIVD. Dans 30% des cas, les abcès étaient réellement rares. Alors, quelle est la pathophysiologie? Elle implique tout le contingent cellulaire cérébral. Bien sûr, la microglie, qui est le macrophage du cerveau, vous le savez, qui joue un rôle très important dans la neuroinflammation. L'astrocyte, qui nourrit le neurone et qui maintient l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique. Et bien sûr, le neurone, parce que l'encéphalopathie, c'est un trouble de la neurotransmission. Et que, bien sûr, c'est le neurone qui pâtit de ça. Alors nous, notre hypothèse physiopathologique, dans le laboratoire où je travaille avec Fabrice Chrétien à l'Institut Pasteur, nous avons 3 hypothèses physiopathologiques. Un processus neuro-inflammatoire qui pourrait expliquer la survenue des délirium et puis son évolution vers des troubles cognitifs. Un processus ischémique qui peut expliquer les signes focaux, mais bien sûr aussi le coma, etc., qui pourrait évoluer aussi vers un déclin cognitif par le biais d'une démence vasculaire. Et puis tout ça aussi, un processus neurotoxique qui pourrait expliquer un certain nombre d'anomalies électroencéphalographiques, mais aussi de neurophysiologie cellulaire. Ces 3 mécanismes ne sont pas exclusifs. Alors, quel est le mécanisme neuro-inflammatoire? La séquence est celle-ci, mais elle est complètement arbitraire. Des données expérimentales montrent que le scénario n'est pas du tout celui-là. Mais on propose qu'il y ait d'abord une activation endothéliale, puis une altération de la barrière hémato-encéphalique, le passage de médiateur de l'inflammation, une activation microgliale qui amplifie le processus neuro-inflammatoire. Tout ça va agir sur l'astrocyte, le neurone et sur la microglie elle-même, favoriser la dysfonction mitochondriale, la souffrance cellulaire et bien sûr aboutir à des troubles de la neurotransmission, voire une mort neuronale, etc. Alors voici, donc ça c'est je dis ça sous le couvert de Romain. Donc vous avez ici une microglie, et là-bas vous avez une glie, donc sur un immunomarquage. Donc voilà, et vous verrez que cette microglie qui joue un rôle très important peut se métamorphoser. Donc il faut comprendre que la microglie c'est comme un macrophage au début, résident du cerveau, et qu'elle est ramifiée, et lorsqu'elle est activée, elle va avoir une modification morphologique, et puis bien sûr cette modification phénotypique peut être associée à différentes productions de type de cytokines. On verra qu'il y a différents profils microgliaux qui peuvent être définis.
Et dans le laboratoire, on s'intéresse particulièrement à cela. Et là, c'est un travail préliminaire auquel avait collaboré Romain et repris par Franck Verdon, où l'on voit qu'il peut avoir une modification très précoce morphologique avec une ramification très importante, alors que la déramification a été proposée comme une transformation de la macroglie en hyperactivée. Et puis, vous voyez cette complexité, cette ramification qui disparaît au fur et à mesure, au 21e jour. Donc, une modification morphologique et avec une modification de la production de cytokines de type M1. M1, c'est ce qui est une production de cytokines neurotoxiques. Et puis, vous voyez, dans les premiers jours, et puis après, elle devient plutôt neuroprotectrice en M2A dans les jours qui suivent. Donc, on a confirmé ça en faisant des dosages de cytokines à l'ère de RTQ-PCR. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Les processus ischémiques, donc, qui sont en rapport essentiellement à des anomalies macrocirculatoires, chute du débit cardiaque, la pression artérielle, perte de l'autorégulation cérébrale. Tout ça est un peu controversé dans le sepsis, mais on pense que ça peut jouer un rôle. Et puis, l'atteinte microcirculatoire, il a été clairement montré notamment par Fabio Taccone. Alors, chez la chèvre, je crois qu'il y avait des anomalies microcirculatoires importantes et on peut penser que certaines cytokines peuvent jouer un rôle, notamment le TNF-alpha, mais également le complément. Et puis la CIVD, tout ça va favoriser, bien sûr, les processus ischémiques. Alors, quel est ce processus neurotoxique qui, en fin de compte, un peu le confluent de ces deux processus que je vous ai décrits? Les anomalies électrocéphalographiques reflètent cette souffrance neuronale. Deuxièmement, on sait que certains types d'anomalies sont associés à un mauvais devenir. Et puis, il y a des études neurophysiologiques cellulaires qui montrent au cours du sepsis, vous avez une atteinte à la long terme potentiation qui joue un rôle important, vous savez, dans la mémoire. Et vous voyez, donc le sepsis peut agir sur des phénomènes neurophysiologiques très résistants tels que la ATP. Et bien sûr, il y a tout ça, l'apoptose neuronale. Alors nous, dans le laboratoire, et c'est un travail que l'on fait avec Aurélien Mazot, on s'est posé la question du lévétiracétam ou du Keppra, traitement antiépileptique, en se disant il y a un processus neurotoxique qui peut être la conséquence du processus neuro-inflammatoire, mais on sait que le processus neurotoxique peut activer ce processus neuro-inflammatoire, et donc aussi on le bloquait à l'aide d'un antiépileptique. Est-ce que le lévétiracétam est la meilleure des drogues? Je ne sais pas. Dans cette étude expérimentale, on montre qu'il y a une diminution nette de la mortalité. C'est une étude que l'on a faite avec nos collègues brésiliens de Rio, donc Fernando Boza et Patricia Reis. On met en évidence qu'il y a moins d'apoptose, et puis moins de cytokines pro-inflammatoires dans le cerveau. Et on attend les résultats EEG, puisqu'on a pu utiliser de la télémétrie chez ces souris et voir si ce Keppra aussi modifie ou réduit les anomalies électroencéphalographiques liées au sepsis. Alors voici, moi je ne suis pas très fort dans les diapos, donc c'est un peu confus, mais vous voyez, c'est ce qui se passe dans le cerveau, a priori. Donc une flèche rouge qui vous montre cette flèche bleue, je crois, qui montre le processus ischémique avec, bien sûr, ces altérations microcirculatoires et macrocirculatoires. Ce processus, bien sûr, neuro-inflammatoire qui aboutit à l'activation microgliale. L'atteinte du complexe neurovasculaire qui implique l'endothélium et l'astrocyte et la BBB. Voilà. Et puis, bien sûr, des cofacteurs aggravants. Bien sûr, la toxicité des drogues dont vous a parlé Fabio, bien sûr, les troubles hydroélectrolytiques, bien sûr, les insuffisances hépato-rénales vont aggraver ce tableau. Et je ne sais pas si on peut parler d'encéphalopathie purement septique chez nos patients de réanimation. Je pense que c'est un peu tout. Alors, est-ce qu'on a des moyens de moduler cette activation microgliale et astrocytaire? Alors, ce dont on s'est aperçu, et c'est un peu les travaux de Romain qu'il avait conduit jusqu'en Belgique, jusqu'à Leuven, on avait mis en évidence qu'il y avait une activation microgliale et plutôt une faible activation astrocytaire, comme s'il y avait un couple microglie-astrocyte. Et ce qu'il a mis en évidence, c'est quand on contrôle strictement le glucose, vous savez, c'est un peu le dada de nos amis de Leuven, eh bien, on restaurait l'activation astrocytaire et on diminuait l'activation microgliale. Donc peut-être qu'il y a des moyens assez simples et pas uniquement pharmacologiques de le faire. Donc ceci devrait être confirmé. Alors, quand on parle de dysfonction cérébrale, on pense toujours à des structures. Quand je vous parle de syndrome confusionnel, à l'hippocampe et au cortex frontal, ça peut expliquer bien sûr les troubles confusionnels, ça peut expliquer les séquelles cognitives à long terme qui affectent les fonctions exécutives et la mémoire. Mais est-ce que ça explique la surmortalité? Non. Et c'est pour ça qu'on a pensé que peut-être c'était une autre région du cerveau qui était touchée, région qui joue un rôle majeur dans le contrôle des fonctions vitales et puis aussi dans la vigilance, c'est le tronc cérébral.
Donc, comment on est venu? Alors, le tronc cérébral, comment on peut l'étudier cliniquement? Vous savez, on a un examen qui nous le permet, c'est l'examen des réflexes du tronc cérébral. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on quid de cet examen neurologique et de son intérêt en réanimation, et notamment chez les patients sceptiques? Et ce que l'on a fait, c'est chez les patients sédatés les plus sévères, qui nécessitent une sédation profonde, la plupart étaient sceptiques, on a fait cet examen neurologique systématique, je vais aller très vite, qui aboutit à quel phénomène, du moins à quel résultat? Premièrement, qu'il y a des réflexes qui sont très préservés et d'autres qui sont très fréquemment abolis, notamment les réflexes de toux et les cornéens et le photomoteur sont très préservés chez nos patients de réanimation et notamment sceptiques, sédatés par midazolam et sulfentanyl. On a mis en évidence que l'abolition du réflexe de toux précoce chez ces patients-là non cérébrolésés était associée à une surmortalité, que l'abolition du réflexe oculocéphalogien était associée à un délirium. Travail qu'on a continué avec Benjamin Rowe et puis d'autres amis aussi de Beaujon. On a étudié 200 patients. Et vous voyez que chez les 200 patients sédatés par midazolam et sulfentanyl, et on a étudié ce qu'on appelle utiliser la méthode des classes latentes qui permet de voir les profils particuliers d'association des réflexes du tronc cérébral. Et vous voyez, la plupart des patients sont sceptiques. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a un premier groupe de patients réactifs au réflexe du tronc préservé, un deuxième groupe de patients peu réactifs au réflexe du tronc préservé, la plupart préservés, et un troisième classe de patients plus réactifs avec une perte des réflexes du tronc et notamment des photomoteurs, du oculocéphalogire, de la grimace, et dans une moindre mesure du réflexe de toux. Donc, 3 profils différents. Et quand on regarde ce qui les distingue, ce n'est pas du tout les doses de midazolam. En revanche, c'est l'âge, la sévérité du sepsis, et puis leur devenir est complètement différent. Ils délirent beaucoup plus après l'arrêt de la sédation, et ils meurent beaucoup plus. Vous voyez, le profil 1, c'est 20% de mortalité, alors qu'on passe à plus de 60% dans le profil 3. Donc, si vous prenez un patient en ARDS ou en choc septique, sédaté par midazolam sulfentanyl, vous faites un examen neurologique, dès la 24e heure, vous allez avoir des profils complètement différents qui sont indépendants des doses de midazolam. Et chez les patients qui ont des anomalies des réponses musculaires, leur devenir sera complètement différent. Alors, quelle est l'explication? Une explication, et ça rend compte un peu de ces mécanismes que je vous ai décrits de neuroinflammation. Une des explications, c'est que voilà, si vous voyez les 3 profils, il y a un premier profil avec peu de défaillance, un deuxième profil avec une défaillance qui commence à apparaître et qui semble comme ça aller tout le long du tronc cérébral. Et on pourrait penser qu'elle part de l'area prostrema, qui est une région dépourvue de barrière hémato-encéphalique, par laquelle passent énormément de médiateurs pour contrôler les fonctions cardio-circulatoires, autonomiques, etc. Et on peut penser qu'il y a un signal pro-inflammatoire qui diffuse dans tout le tronc cérébral et qui va faire qu'il défaille et qu'il y ait une surmortalité. Donc on essaye de confirmer ce résultat par des études électrophysiologiques. On vient juste de finir ce travail avec Guy Monneger. Et ce que l'on voit en utilisant les potentiels évoqués qui nous permettent d'étudier les latences bulbaires, la P14, puis toutes les latences, et puis les interlatences jusqu'à la N20 qui est corticale. Et on a étudié aussi les PEA, les potentiels évoqués auditifs, et notamment les réponses 3 et 5 qui sont du tronc cérébral. Ce que l'on met en évidence notamment, c'est que l'interlatence qui inclut le tronc cérébral est plus augmentée chez les patients qui vont décéder. Donc c'est un élément important. On pense qu'il y a sans doute une défaillance du tronc cérébral chez nos patients de réanimation, et notamment sceptiques, qui peut être visualisée par un examen neurologique et confirmée peut-être par des examens neurophysiologiques. Voilà, donc je vais aller très vite. Je suis dans les temps ou non? Voilà, j'avais arrêté. Donc et juste pour finir, sur les patients sédatés, ce que l'on vient de mettre en évidence, c'est que si vous faites des potentiels évoqués cognitifs, vous êtes face à des patients sévèrement sédatés, profondément sédatés. Vous ne savez pas ce qu'il en est de leur devenir neurologique, parce que vous ne pouvez pas arrêter la sédation. Vous savez qu'ils sont à risque de développer une dysfonction neurologique. Un des moyens d'utiliser, c'est peut-être ce qu'on appelle les potentiels évoqués cognitifs, qui sont la mismatch negativity. Et à ce moment-là, on a mis en évidence que la présence d'une mismatch négativité pouvait être associée à un réveil après arrêt de la sédation. Donc c'est peut-être un élément intéressant. Je crois que j'en ai fini. J'aurais voulu aborder les troubles cognitifs à long terme, mais peut-être que ça sera une question. On sait maintenant que les patients en réanimation sont à risque de développer des séquelles cognitives à long terme, que les mécanismes sont complexes, ça agit sur la mémoire, les fonctions cognitives, c'est sans doute lié à la sévérité et à l'intensité de la défaillance neurologique aiguë. Les moyens de la prévention, on ne le sait pas, peut-être ce qu'on appelle l'entraînement cognitif y permettra. On pense que les mécanismes sont le suivant, l'activation microgliale qui persiste, c'est une neuroinflammation persistante et un trouble ischémique. Voilà, j'en ai fini.
mais c'est vrai que c'était un peu court, ou moins